Allez, on est de retour pour la seconde partie des experts avec toujours Ludovic de Sauté, Xavier Jaravel et Léonidas Kalogeropoulos. Merci à tous les trois, mes experts du jour, d'être ici. On va parler simplification. Maintenant, vendredi, Sébastien Lecornu a annoncé une mission, je cite, État efficace. Et pour ce faire, alors il veut s'attaquer au millefeuille administratif, il voudrait faire de la décentralisation. Bon, et pour ce faire, en tout cas là, c'est plutôt l'idée, c'est plutôt de supprimer quelques délégations pour l'instant interministérielles. Et pour ce faire, il a nommé 2 hauts fonctionnaires. Ma première question, elle est très simple, Ludovic de Sauté. Est-ce qu'on réforme l'État avec 2 hauts fonctionnaires d'État? On va le voir. Non, on va le voir. Alors, la crainte qu'on peut avoir, c'est, j'espère qu'on va pas être dans des annonces même type qu'on a eu sur la réduction du train de vie sur les premiers ministres et tout ça, parce que qui sont un peu des. C'était du symbole. Ouais, on est dans le symbolique. Bon, en même temps, Sébastien Lecornu n'arrive pas quelque chose de neuf, puisque Amélie de Montchalin l'avait déjà porté en début d'année cette réforme. Juste peut-être pour spécifier, parce que c'est important de le dire, on parle d'un millefeuille aujourd'hui où il y a à peu près environ 430 opérateurs, il y a plus de 1100 organismes qui sont là, donc c'est colossal, et vous rajoutez en plus des organismes publics, parapublics, enfin bon, le millefeuille est colossal. Alors, je voudrais pas tomber dans le discours en disant tout ça ne sert à rien, parce que ça serait aussi simplifié. Et tout ne coûte pas de l'argent dans les 1200. Pas d'argent et tout ça, donc c'est pas. Mais il est évident que, au-delà des mesures, Amélie Montchalin parlait d'un potentiel de 2, 3, 4 milliards d'économies. Crédible. À voir. Non mais à voir, honnêtement, à voir, parce que là, c'est des chiffrages qui sont compliqués aujourd'hui à poser. Mais au-delà de ça, avant même la notion d'économie, il y a cette notion d'efficacité qui est posée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on peut avoir dans les prises de décision, on l'a vu sur plein de dossiers, je pense à l'énergie, je pense à la réindustrialisation, et ainsi de suite, c'est quand même aujourd'hui une tuyauterie qui marche de plus en plus mal, où les dossiers avancent parfois pas très vite, honnêtement, voire font du surplace. Et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est compliqué dans une période où il faudrait un peu d'agilité de la part de l'État. Je parle même pas de tronçonneuse aujourd'hui. Je dis juste de l'agilité dont on a besoin pour prendre des décisions et avoir entre l'intention et le passage à l'acte, que ça soit quelque chose qui, aujourd'hui, soit pleinement réalisé. Le fameux dernier kilomètre sur lequel exactement. Emmanuel Macron a beaucoup bataillé. Alors on sait, simplifier, c'est compliqué, Xavier Jaravel, mais même question, est-ce que on va réussir à faire en 18 mois ce qu'on n'a pas réussi à faire en un quinquennat et demi? Je voudrais quand même citer les deux hauts fonctionnaires qui vont s'occuper de cette mission État efficace. C'est Pierre-Mathieu Duhamel. Pierre-Mathieu Duhamel, c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien directeur de la direction du budget. Aujourd'hui, il est président de KPMG. Et Denis Morin, qui est président de chambre à la Cour des comptes. C'est quand même 2 hauts fonctionnaires très capés et qui sont plutôt là pour faire la vis, a priori. C'est évidemment utile de lancer des missions sur ce genre de sujet. Il y a eu des rapports récents d'Éric Woerth, de Boris Ravignon, où déjà vous aviez des chiffrages. 7 milliards d'économies selon Boris Ravignon. 7 milliards. Sachant que la plus grosse différence entre la France et le reste de l'Europe, c'est le nombre de communes qu'on a. C'est là où le millefeuille est le plus différent. Après, vous pouvez réfléchir au rôle des intercommunalités. Oui. Il y a aussi des sujets spécifiques comme les absences plus fréquentes dans la fonction publique territoriale que dans le reste de la fonction publique. Donc il y a plusieurs poches. Ou même les 35 heures d'ailleurs. Voilà. Tout le monde n'est pas encore aux 35 heures. Ce qui est sûr, c'est que ce sera difficile d'avoir les 7 milliards d'un coup. Et donc c'est plutôt une borne supérieure, plutôt dans longtemps. Donc je pense que ça s'insère plutôt dans un programme où on dit il faut forcément faire plein d'efforts sur plein de volets simultanément. Et les collectivités locales sont une partie très importante du sujet, puisque c'est un des postes les plus dynamiques de dépenses, notamment du point de vue de la masse salariale de la fonction publique territoriale. Mais c'est des choses qui s'inscrivent dans le temps long. Et en fait, du coup, dans ces budgets, il faut effectivement donner une perspective. Donc, il faut à la fois combiner des mesures de plus court terme et lancer des initiatives qui peuvent ensuite porter leurs fruits à horizon 2-3 ans. Alors la suppression de court terme, c'est 3 délégations interministérielles qui vont être supprimées sur une trentaine, donc 10%.
C'est anecdotique. Nous, on réunit des chefs d'entreprise à Deauville à la fin de cette semaine, vendredi. Et pourquoi on le fait à Deauville? Parce que c'est en Normandie où il y a 20% d'industrie dans le PIB, alors que le reste de la France est 11%. Et on essaie de regarder à quoi tient le miracle économique normand pour voir l'intitulé de notre journée, c'est lever les obstacles. Et lever les obstacles avec des entrepreneurs. Et j'ose espérer, je n'en doute pas, tous les travaux que nous menons d'ailleurs seront adressés aux deux personnalités que vous venez de nommer, ainsi d'ailleurs qu'à une autre personnalité qui a été nommée par le commissaire général au plan sur cette question de la simplification et de l'efficacité de l'État. Mais je voudrais vous donner un exemple parce qu'il explique un peu qu'est-ce qui se passe derrière, pourquoi c'est compliqué. Vous avez des lois, et notamment toutes les lois autour de la protection de l'environnement et de l'ensemble des protections qui se sont accumulées et qui font que lorsque vous déposez une demande d'autorisation pour une activité, notamment de forage, eh bien là où les demandes faisaient quelques dizaines de pages, désormais elles font plusieurs centaines de pages. Il faut les lire. Il faut les instruire. Or, les équipes qui sont chargées de ces instructions n'ont pas, comment dirais-je, grossi à la mesure des dossiers qui ont grossi. Et donc 24 heures dans une journée. Vous avez un embouteillage dans les procédures d'agrément et de délivrance d'autorisation, mais qui fiche en l'air la totalité de la chaîne d'autorisation et de développement économique de toutes ces entreprises dans le domaine comment dirais-je, de l'énergie. Et ça, c'est de la complexité, mais derrière cette complexité, il y a des textes, et derrière, il y a les administrations qui courent après. Alors, on réfléchit Leonidas, à la manière... à Bercy, on vous dit qu'on a réduit le temps de traitement pour la création d'une usine, d'une entreprise, par exemple. Non, on a réduit le temps... De 18 à 12 mois, grosso modo. Bon, enfin, il y a des travaux qui sont menés, et ce sont des pistes très intéressantes, pour notamment rendre des sites industriels utilisables clés en main. Donc, on mène tous les travaux d'autorisation avant même qu'une usine ait demandé à rentrer pour que elle soit prête à l'usage dès que quelqu'un arrivera. Mais vous voyez que tout ça derrière, c'est pas simplement tirer une croix sur une délégation ou une entité c'est vraiment de l'ingénierie. Alors on travaille avec les commissaires de justice sur ce sujet pour voir comment on peut aider les administrations, j'allais dire, à aider l'économie, mais il va falloir qu'on travaille avec les entreprises, avec les entrepreneurs. Imaginez que deux hauts fonctionnaires, aussi talentueux qu'ils soient capables de mener à bien ce travail en étant quelque part dans une tour d'ivoire et pas rentrer les mains dans le cambouis de la réalité. Nous, le travail que nous le menons avec des entreprises qui vont venir expliquer les obstacles auxquels ils se heurtent dans le développement de leurs entreprises, et on va regarder comment on peut lever ces obstacles. Alors c'est prévu pour quand ces propositions sont prévues pour quand? Alors nous les aurons à la fin de la journée de vendredi, vous en serez le premier destinataire. Excellent, merci. Et la tribune, bien entendu. La République avance. Je rebondis juste sur Ludovic de Sauté. Léonidas, parce que c'est et je voudrais pas qu'on soit simplificateur sur ce débat-là, parce que c'est évidemment, on voit la tronçonneuse en Argentine, on voit la méthode Elon Musk, enfin on a vu la méthode Musk. Toute simplification n'est pas forcément bienvenue. D'abord, tout ça c'est dans un mouvement plus global, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a le paquet omnibus européen qui est là aussi, qui est du même un peu régime, hein. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, il y a besoin d'un choc de simplification. C'est évident, c'est ce que vient d'aborder Léonidas, et c'est du même ressort, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces 1000 feuilles administratives qui, pris individuellement, peuvent être parfaitement louables. C'est pas la question. Mais cette superposition aujourd'hui a rendu complexe beaucoup d'éléments, a politisé beaucoup de choses, hein. On le voit régulièrement sur des grands chantiers, et peu importe, là, je suis sans jugement politique, que ce soit l'A69, que ce soit un parc éolien offshore, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont devenues complexes. Je suis pas juge pour regarder tous les aspects en termes. Et cette superposition aujourd'hui, c'est-à-dire, on atteint un seuil, et beaucoup de patrons s'en plaignent, où aujourd'hui, on a affaire à quelque chose qui ne favorise pas l'économie. C'est-à-dire que l'économie, c'est pas que de l'argent qui ruisselle aussi, c'est un écosystème qui doit être favorable. Et aujourd'hui, cet écosystème est plutôt un frein sur certains aspects. Je dis pas qu'il faut tout ouvrir,
Mais il faut en tout cas avoir des choses simples, efficaces, des guichets uniques, des interlocuteurs uniques. Peut-être une illustration supplémentaire. La surréglementation dont on parle énormément, elle est souvent, elle a pour origine très fréquemment le fait qu'on a mis des règles pour que l'économie fonctionne bien en respectant des choses un peu minimales. Je vais prendre l'exemple de la santé. Et puis vous voyez qu'il y a un tas d'entreprises qui pullulent en violant ces règles. Souvent, le réflexe est de dire si les règles existantes sont pas suffisantes, faut rajouter des règles aux règles. Mais le résultat, il est tragique parce que ça veut dire que celles qui c'est la thrombose. C'est la thrombose pour celles qui respectent les règles, et c'est un avantage encore plus concurrentiel, avantageux pour celles qui ne les respectent pas. Et donc nous sommes arrivés avec des administrations à dire mais le problème c'est que contrôlez déjà les règles, j'allais dire minimales qui existent et faites-les appliquer avant de commencer à réfléchir à rajouter des règles aux règles. Et donc ça fait partie également de l'équation de la simplification, déjà avoir des procédures de contrôle pour vérifier que les règles existantes sont respectées avant d'imaginer commencer à en rajouter de nouvelles. Et c'est vrai qu'on a vu l'année dernière 2 grands succès en France qui étaient l'organisation des Jeux Olympiques tenus en temps, en heure et en budget, et la rénovation de la cathédrale Notre-Dame, et tous les deux ont bénéficié de lois d'exception et se sont affranchis des normes. Et vous imaginez une grande loi Notre-Dame pour la réindustrialisation de notre pays, voilà le genre de choses que l'on pourrait mettre dans un contrat de simplification et de réforme entre les entrepreneurs et l'État. Il y a un élément qui risque de bouleverser tout ça, Xavier Jaravel, c'est l'intelligence artificielle. Roland Berger vient de sortir une étude mondiale qui indique que l'intelligence artificielle pourrait supprimer 36% des postes de fonctionnaires dans les années à venir. C'est au niveau mondial, encore une fois, 125 millions de postes de fonctionnaires qui pourraient être gérés par l'IA. Est-ce que c'est une piste aujourd'hui qui est étudiée ou qui fait trop peur au sein de la sphère publique et on préfère l'écarter pour l'instant? Je pense que c'est une piste intéressante effectivement à étudier dans plein de domaines. Il faut probablement être prudent sur les chiffrages parce qu'on a souvent annoncé des chiffrages très enthousiastes. Il y a eu une mission par exemple lancée je crois en 2017 ou 2018 qui s'appelait Cap 22. Qui était à la grande base réforme de l'État, très ambitieuse avec beaucoup de numérisation et qui aboutit sur pas grand-chose. Voilà, et avec finalement très peu d'économies à la clé. Donc je pense que c'est important de le lancer, mais à nouveau d'être prudent dans les chiffrages qu'on peut, et les économies qu'on peut en attendre. Mais c'est très important. Dans le domaine éducatif aussi, il y a des sujets pas forcément pour remplacer, mais plutôt pour augmenter les enseignants, parce qu'avec une IA, vous pouvez avoir un tuteur personnalisé qui peut enseigner à votre niveau. Il y a toute une littérature en sciences de l'éducation qui montre comment ces outils peuvent être bien utilisés et parfois ont des effets vraiment vraiment importants, y compris dans les petites classes pour apprendre à lire, parce que l'IA en fait c'est une communication audio et entend si vous lisez bien et après vous donne un retour immédiat. Et donc notamment pour aussi combattre les inégalités éducatives. On sait qu'on a une qualité d'éducation très très inégale sur le territoire français, un rôle des familles très très hétérogène en fonction de la situation de chacun. Et donc là c'est très important effectivement de mobiliser ces outils en le faisant d'une manière qui donne beaucoup de place à l'évaluation au fil de l'eau, notamment dans l'éducation, qui est un domaine que j'ai suivi. Vous avez parfois des outils IA qui marchent bien et d'autres qui marchent pas. Donc, c'est-à-dire plus que l'idée de l'IA, ce qu'il faut, c'est comprendre les bons outils. Quel est le bon outil, quelle est la bonne manière d'utiliser l'IA, et ce qui suppose pour ça, faut expérimenter. d'expérimenter, mais de faire des vraies expérimentations où c'est pas juste des volontaires qui vont regarder. Si vous avez 3 dispositifs, par exemple, et vous testez de manière aléatoire l'un ou l'autre, et ensuite vous massifiez ce qui fonctionne bien. L'IA comme outil de restauration de l'idéal méritocratique et d'économie budgétaire aussi. Mais les deux alliés, il ne faut pas forcément s'effrayer des bouleversements que ça pourrait entraîner dans l'administration. Il y a un nombre considérable de domaines, je pense aux hôpitaux, où il y a peut-être trop d'administratifs, mais peut-être des aides qui peuvent être apportées. On a tous ces exemples aux urgences de gens qui attendent 4 heures avant qu'on s'occupe d'eux. Enfin, les domaines dans lesquels il y a une pénurie et ceux dans lesquels peut-être on peut dégager des moyens grâce à l'IA, enfin, il y a des choses qui peuvent se faire, et il y a toute une transformation, mais là encore, les entreprises peuvent être extrêmement utiles dans le monde entrepreneurial. Le management de transition, de transformation, de réforme est quelque chose qui sait se piloter. À l'évidence, l'État a du mal. Je pense que nous devons vraiment aider notre État
et quelque part inverser l'ordre traditionnel des facteurs où on se dit l'État est la solution. Non, il faut que nous l'aidions pour qu'il soit plus performant et que collectivement notre pays arrive à progresser. C'est peut-être le moment où nous avons le plus besoin d'être au cœur de ces problématiques, nous entrepreneurs, pour apporter de l'expertise et pas uniquement être, comment dirais-je, paralysé dans des débats fiscaux d'un autre temps. Je voulais qu'on aborde un dernier point sur la question des économies, qui évidemment va se poser dans les prochaines semaines à l'occasion de l'examen du budget.